Salut à tous les amis, c'est Mr Fox. Comme c'est la première vidéo de l'année et que c'est aussi un peu une sorte de vlog, j'en profite pour vous dire très rapidement que à partir de cette année, on va passer à une vidéo toutes les 2 semaines, le temps que je trouve un travail, un vrai travail bien sûr, parce que youtubeur bien sûr c'est un vrai métier, mais ça ne paye pas, donc on va essayer de trouver un métier à côté, donc du coup le rythme va baisser, voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Pour plus de news, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo, voilà, c'est parti, top! Salut, ça va? Chaque année depuis 2014, j'essaye de vous faire un petit top des meilleurs films de l'année. Et cette année, je suis bien embêté, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas du tout allé au cinéma cette année. Pas envie, pas le temps, peut-être un peu des deux, occupé sur d'autres activités, qui fait que je n'ai pas pu beaucoup aller au cinéma. Pour tout vous dire, j'ai vu une vingtaine de films. En 52 semaines, c'est vraiment pas beaucoup et comme on peut décemment pas faire un top 10 quand on a vu 20 films, j'ai décidé de transformer un petit peu cette vidéo. Une vidéo où je vais donc parler de 5 films sortis en 2016. C'est pas forcément les meilleurs, c'est pas forcément les pires, c'est 5 films qui font se poser des questions intéressantes, qui interrogent et sur lesquels je pense il y a des choses à dire. Donc je ne parlerai pas de Mademoiselle, bien que je pense que c'est un des meilleurs Park Chan-wook depuis Oldboy. Je ne parlerai pas non plus de Zootopie, The Revenant, Le Monde de Dory, Avec César, Hardcore Henry, 10 Cloverfield Lane, X-Men Apocalypse, Dalton Trumbo et Midnight Special, que j'ai trouvé cool ou très cool. Je ne parlerai pas non plus de The Assassin, que j'ai trouvé très beau mais très chiant. Je ne parlerai pas de Sausage Party, devant lequel j'avoue avoir très peu ri. Je ne parlerai pas non plus de Batman vs Superman, qui est mieux que Man of Steel certes, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Et je ne reparlerai pas de La folle histoire de Max et Léon, parce que j'ai déjà plus ou moins tout dit dans le Fox DVD sur Quinoa, à savoir, il fallait que ce film marche, bon, il a marché, il a fait 1 million d'entrées, c'est cool. Et tous les autres films qui ne sont pas dans cette liste et qui ne sont pas dans les 5 à venir, je ne les ai pas vus. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant parlons des 5 films que j'ai choisis. Ils sont triés par date de sortie, il n'y a pas de préférence. Et d'ailleurs vous allez remarquer qu'ils sont tous sortis avant mars. Donc c'est vous dire à quel point je suis peu allé au cinéma. Sinon vous aurez peut-être remarqué que je suis pas chez moi là actuellement. J'ai décidé de profiter un peu de l'esprit de Noël et du fait qu'on allait aussi bientôt fêter les 10 ans de MrFox.fr. Ça fait 10 ans que je crée sur internet. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire visiter un petit peu, puisque je suis chez moi en famille, un petit peu les divers spots et endroits d'intérêt du petit village qui m'a vu grandir. Et donc on commence cette vidéo dans ma chambre, une chambre que vous avez déjà vue à mon avis dans pas mal de vidéos au cours de ces dernières années. Donc voilà, la disposition change mais le papier peint reste. Allez c'est parti, on va dehors. Alors là on est sur le terrain de tennis du village et ouais on est moderne ici, la modernité. C'est ce qu'on appelle le nouveau terrain de tennis parce qu'avant il y avait l'ancien terrain de tennis, mais on remarque que ce nouveau terrain de tennis avec la mousse et tout ressemble de plus en plus à l'ancien terrain de tennis. Je vais peut-être descendre moi. À noter que c'est le nouveau terrain de tennis et qu'on ne peut actuellement pas jouer au tennis dans la mesure où il n'y a pas de filet. Avant, juste à côté de ce nouveau terrain de tennis, comme on l'appelait, il y avait un ancien terrain de tennis sur lequel on ne pouvait non plus jouer au tennis, décidément, parce qu'il n'y avait pas de filet du tout. Donc on a fait plein de trucs, on a fait du vélo, de la balle, enfin on a fait plein de choses sur ce terrain gravillonné mais sans filet. Et il y avait même, dans ce coin-là, il y avait une sorte de grand poteau en fer qu'on pouvait escalader, qui faisait quoi, 4-5 mètres, et on pouvait se pencher d'en haut, avoir une vue d'ensemble sur nos problèmes. Qu'est-ce que c'est philosophique, putain. Bref, le premier film dont on va parler, qui est sorti le 6 janvier, c'est Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Alors ce film, on va pas tourner autour du pot, il est bon, je pense même que c'est le meilleur film de l'année, je pense qu'il va être dans beaucoup de classements, mais essayons de faire la part des choses. En fait, je suis allé le voir au cinéma à sa sortie. C'était la première fois que j'allais voir un Tarantino en VO, enfin que je découvrais un Tarantino en VO, parce que jusqu'à maintenant, je les avais toujours découverts en VF. Oui, je découvre Tarantino en VF. Oui, je suis une merde. Oui, j'imite In the Panda. Alors non, j'imite pas In the Panda, puisque moi, je ne suis pas gros. Je suis vraiment un fils de pute. Pardon, Victor. Bref, je l'ai vu au cinéma, je l'ai beaucoup aimé, et j'étais avec des amis qui, pour le coup, étaient beaucoup plus dithyrambiques que
moi. C'est-à-dire que moi je préfère quand même Django encore aujourd'hui, hein, mais mes amis étaient dithyrambiques en mode putain c'est du génie, c'est incroyable, Tarantino, sens du dialogue, quelle belle mise en scène, génie. Je l'ai revu ensuite avec ma famille et ma famille était dans le même état d'esprit, à savoir oh quel génie, Tarantino, sens des dialogues, quelle mise en scène, génie. Donc voilà, tout aussi dithyrambique. Et moi, je l'étais un peu moins, j'admets. Et quand on discute avec des amis, c'est toujours « Oh là, quel génie, Tarantino, au sens des dialogues, quelle mise en scène, génie !» Et c'est un peu ce qui m'embête. Parce qu'à l'époque de la sortie de Inglourious Basterds, on était déjà en mode « Oh, quel génie, Tarantino, au sens des dialogues, quelle mise en scène, génie !» Et puis c'était pareil pour Django Unchained, même si là pour le coup je trouve que c'est amplement mérité, et j'étais moi-même le premier à dire « Oh quel génie Tarantino, sens des dialogues, quelle mise en scène, génie !» La question que je me pose avec ce film, c'est si aujourd'hui Tarantino sortait un film médiocre, ou en tout cas moins bon que ces films d'aujourd'hui, est-ce qu'on s'en rendrait compte ? C'est là que je suis pas sûr. J'ai l'impression, enfin c'est l'impression que j'ai, qu'aujourd'hui on a totalement perdu le recul qu'on pouvait avoir sur le cinéma de Tarantino. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quoi qu'il sorte, on sera extatique devant. Ça peut s'atténuer avec le temps. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui considèrent que Boulevard de la Mort, c'est son moins bon film. Mais il n'empêche qu'à sa sortie, c'était non seulement « Oh, quel génie, Tarantino, au sens des dialogues, quelle mise en scène, génie !» Mais en plus, c'était « Oh là là, hommage au film Grindhouse », des films qu'on n'a jamais vus en France, blague à part, hein, mais c'est genre « Oh là là, incroyable, etc. On sent l'hommage, etc. » Oui, c'est vrai, mais ça reste son moins bon film. Inglourious Basterds, pareil, à sa sortie, oh là là, mon Dieu, quel génie, Tarantino, sens des dialogues, quelle mise en scène, génie. Mais avec le temps, on a appris à prendre du recul et à se dire que peut-être Inglourious Basterds avait quelques faiblesses d'écriture, quelques paresses, etc. Que c'était pas forcément incroyablement mise en scène sur toutes les scènes. Il y a des scènes incroyables, mais il y a aussi des scènes très faibles. Bref, moi je reste très attaché à Django Unchained, mais la question que je me pose c'est est-ce que les 8 salopards, on n'a pas un peu tendance à le surévaluer parce qu'on est très content d'avoir découvert un nouveau Tarantino. Un peu comme à sa sortie, on a surévalué le Star Wars 7 en se disant ouais, c'est incroyable, hommage, etc. Et puis qu'aujourd'hui, à froid, le regarder maintenant que la hype est passée, on se dit un peu ouh, il y a des grosses paresses d'écriture, c'est pas très bien, c'est pas très original, ça invente pas beaucoup, etc. Voilà, on a évalué à la baisse le dernier Star Wars. Je me demande si on va pas évaluer à la baisse les 8 salopards. C'est une question que je me pose comme ça. Voilà. Allez, on bouge. Le terrain de foot, mesdames et messieurs. J'ai jamais pu blairer cet endroit parce que je déteste le foot, mais bon, il y en a un dans chaque village, c'est donc un point d'intérêt, à tel point que la rue qui y mène s'appelle la rue du Stade, donc on en est fiers, enfin faut croire. C'est donc sur ce magnifique spot et un peu le soleil dans les yeux, je vous avoue, qu'on va parler d'un autre film sorti en janvier. Bon, je triche un peu parce que ça fait 2 ans qu'il sort un peu partout, dans tous les pays du monde, dans tous les cinémas du monde, dans tous les festivals du monde. Mais là, pour le coup, il est sorti en France dans le cinéma près de chez moi en janvier. C'est Jodorowsky's Dune. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et vous êtes peut-être nombreux, Jodorowsky's Dune, c'est un documentaire sur la non-réalisation, puisque le film ne s'est finalement pas fait, du film de Alejandro Jodorowsky qui s'appelle Dune, et qui a un projet qui a été repris ensuite par David Lynch, mais à la base c'était un film d'Alejandro Jodorowsky, et c'était indéniablement un des films les plus ambitieux de l'histoire du cinéma. À l'époque, Star Wars n'était pas sorti, et faire de la science-fiction, ça relevait de la série B. Jodorowsky voulait transcender ça, voulait déjà, l'idée de base c'était d'offrir au public les effets du LSD sans en prendre. Donc déjà, projet assez ambitieux. Au-delà de ça, Jodorowsky avait des ambitions démesurées, il a fait appel aux plus grands artistes de ce temps. Je vais pas tout vous spoiler parce que c'est aussi très drôle de découvrir pendant le film à qui il a fait appel, mais il y a des légendes qui ont bien circulé et qui sont avérées, hein, notamment sur Dali, sur Pink Floyd, David Carradine. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ce film. Je ne vais pas trop vous en dire. Mais la question que je me pose, que vous ne pourrez vous poser que si vous avez vu le film, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais qu'est-ce qu'aurait été l'industrie cinématographique, particulièrement américaine, si le film était sorti ? Parce que rappelons que Star Wars, qui est sorti en 1978, a mis fin avec Les Dents de la Mer au Nouvel Hollywood pour créer un petit peu la vague des blockbusters. Bon, il y a plein de vidéastes qui en parlent beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas m'attarder. Mais Dune devait sortir en 75.
Et s'il avait trouvé son public, et à mon avis il l'aurait trouvé étant donné le nombre de gens de talent qu'il y avait dans ce film, s'il avait trouvé son public, comment aurait été changée la face du monde? À mon avis, le nouvel Hollywood aurait continué déjà, parce que c'est un film totalement un film d'auteur, avec des ambitions démesurées, et ça aurait totalement redéfini. Il y a plein de films qui n'auraient pas existé, et à l'inverse, il y a des films qui auraient été transcendés par cette expérience Dune. Je ne vais pas trop vous en dire, parce que l'idée c'est aussi de vous laisser découvrir le documentaire, mais sachez que ça fait se poser des questions, ce film. On se dit, en sortant, waouh, c'est un film incroyable, pourtant je ne l'ai pas vu, pourtant j'en ai vu des bouts, mais c'est incroyable. C'est clairement pour moi un des meilleurs films de l'année et je vous invite à le voir. Vraiment. Bon, on va encore changer de coin là, en plus il y a des gens qui arrivent, c'est relou. Franchement, on n'est pas bien là? Hein? Franchement. Super coin de balade d'ailleurs, hein. Là on est en automne et c'est déjà beau, mais alors en hiver ou en été, superbe. Il y a des coques de marron là, enfin de châtaigne. Il y a des coques de châtaigne là. Et puis il doit y avoir des champignons. Enfin bref, on s'en fout, mais alors d'une force. Parce que moi, si j'aimais cet endroit, c'est pour le pont, la partie pont. C'est con, hein, parce que c'est le seul pont de truc, mais voilà. Là, on est sur l'ancien chemin de voie ferrée, à l'époque où la SNCF avait plus d'une gare tous les 150 km. Une époque donc que je n'ai pas connue, de toute évidence. Hein. Mais voilà, c'est l'ancienne voie ferrée, du coup il y a un pont. Et c'est vachement rigolo quand on a essayé de grimper là-dessus, sans résultat, on est nul, mais on est nul. Bref, dans ce charmant endroit, j'ai décidé de vous parler de Dofus, qui est sorti le 3 février. Dofus, c'est un film d'animation français incroyablement couillu. Mais vraiment, c'est un film aux influences diverses. On sent évidemment l'influence japonaise, notamment dans les combats, dans les airs, ça pue le DBZ. Mais du bon DBZ, pas du fan film dégueulasse, hein. Du vrai bon DBZ comme on aimerait en voir plus souvent dans Dragon Ball Super. Les combats sont magnifiques, mais alors en termes d'animation, c'est absolument incroyable. Alors, on va pas se mentir, le film est pas parfait, il y a des grosses paresses d'écriture et des clichés véhiculés un peu gênants. Je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos d'autres vidéastes qui en ont parlé avant moi. Mais dans tous les cas, ça reste un film d'animation très couillu qui propose des choses, surtout en France, parce que rappelez-vous, à l'époque où j'avais fait une certaine FAQ de doublage, la 4 je crois, et ben il n'y avait que ce film-là et Tout en haut du monde qui était sorti en film d'animation. Là, depuis, il y a eu Ma vie de courgette, et qui d'ailleurs fonctionne plutôt pas mal pour un film d'animation français, qui a dépassé le demi-million, donc c'est vraiment cool. Et Dofus, de son côté, s'est planté, mais alors comme une brêle. Bon, après, à mon avis, c'est aussi de la faute du distributeur. Quand on a un film qui coûte des dizaines de millions d'euros, on ne le distribue pas dans 80 salles, hein, de toute évidence. Bon, alors après, évidemment, Ankama savait d'avance que le film serait produit à perte, mais quand même, c'est con de ne pas avoir cru plus que ça au film. Dans tous les cas, j'espère vraiment qu'il y aura un 2, et j'en profite pour évoquer très rapidement ce point qu'on m'a reproché, notamment dans ma vidéo sur Noob, qui est que Dofus, le film, est parfaitement compréhensible pour quelqu'un qui n'a jamais vu Dofus, qui n'a jamais joué à Dofus. C'est un film qui est totalement libre d'accès. Pourtant, au niveau transmédia tordu, Ankama, c'est des rois, hein, franchement. Et moi, j'y suis allé en me disant, je ne vais rien biter. Mais non, parce qu'il y a une petite explication au début de film, exactement ce qu'il y a dans Pokémon, et exactement ce que je reprochais à Noob de ne pas avoir. Il y a une remise en contexte pour que quiconque n'a jamais vu Dofus puisse voir le film. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu plus de copies que ça, parce que définitivement, le film est accessible. Et n'importe qui ne connaît pas Dofus, malgré le fait que ce jeu ait 10 ans, n'importe qui ne connaît pas Dofus peut quand même profiter du film. C'est ça qui me paraît dingue. Alors la question que je me posais avec Dofus, c'est est-ce que l'animation en France, ça peut marcher? C'est une question que je me posais au moment où je l'ai vu. Aujourd'hui, avec Ma vie de courgette, je me rends compte que, bon, effectivement, avec un petit peu de volonté, ça peut marcher, mais pas autant qu'un Disney, pas autant qu'un DreamWorks. Et c'est ça que je comprends pas, et c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que Disney et DreamWorks ont que nous, on n'a pas? Qu'est-ce qui fait que les familles, par exemple, craignent d'aller voir avec leurs gamins un film d'animation français? Alors, Dofus, même si effectivement je reconnais qu'il y a des vannes plutôt adultes, etc., et que c'est un film qui avait pour cible plus les adolescents adultes que les enfants, mais il n'empêche que Minuscule, Abidé, Le Petit Prince n'a pas beaucoup marché bien qu'il soit franco-américain. Bref, qu'est-ce qui fait que ces films-là marchent et pas les nôtres? Alors que
typiquement, c'est des films qui pourraient marcher sur nous. Et c'est d'autant plus étonnant que les comédies françaises marchent en France et les comédies américaines marchent moins en France. Donc, qu'est-ce qui fait que les dessins animés américains marchent chez nous et pas les nôtres? Et qu'est-ce qui fait que les comédies marchent chez nous et pas les comédies américaines? C'est un peu confus comme question. Et puis, sans doute, vous allez dire dans les commentaires que je me gourre complètement, etc. Mais ça me rend super triste que Dofus ne marche pas. Vraiment, ça me rend profondément triste parce que c'est un film qui est accessible pour tout le monde. Donc vraiment, je ne comprends pas. Et c'est dommage. C'est dommage. Voilà, j'avais envie de vous parler de Dofus. Je vous encourage à l'acheter en Blu-ray, il n'est pas très cher. Et vraiment à vous faire votre avis dessus parce que vraiment, il a bidé. Il y a 100 000 entrées, même pas. Pour un film qui a coûté des millions. Ankama bossait dessus depuis 3 ans. Quand j'étais en stage chez eux en été 2014, j'ai pu voir les animatiques. Donc c'est vous dire depuis combien de temps ils bossent dessus. Et 100 000 entrées quand même, c'est plutôt injuste. Hein. Comment vous voulez encourager à la création originale si des défis audacieux comme ceux-là se mangent des parpaings dans la gueule? C'est dommage. Bon allez, on va bouger. J'ai juste envie de vous montrer l'écho. Écho! Écho! Oui, bon, c'est de la réverb, voilà, mais écho quand même. Je sais pas si vous l'entendez avec le micro-cravate, ça veut dire. Oh! Voici, vous l'entendez. Alors ici, on est derrière l'église monument historique, comme il y en a dans un village sur deux. Hein. Je vous aurais bien montré l'avant de l'église, qui est quand même plus intéressant, mais il est en travaux en ce moment, donc c'est pas super joli. Dans tous les cas, cet endroit n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, à part qu'il y a un truc qui bouge, et peut-être vous me voyez légèrement bouger. Mais à part ça, le vrai intérêt de l'endroit, c'est pourquoi je vais vous le montrer, c'est parce que c'est dans ce coin-là, et on ira tout à l'heure un petit peu ailleurs, mais c'est dans ce coin-là qu'on a tourné que j'ai tourné, parce que je suis toujours tout seul pour tourner, mais c'est là que j'avais tourné le tout premier Parlons VF. C'était dans ce coin-là, c'était en été 2010, hein, donc ça nous rajeunit pas pour ainsi dire. Bon, mais ici c'est pas très intéressant, on va plutôt bouger, on va plutôt aller encore derrière. Ah là, ce coin vous dit peut-être un petit peu plus quelque chose. Là aussi on a tourné un plan de Parlons VF, et voilà, et c'était cool. Voilà, pas grand chose d'autre à dire, on est toujours derrière l'église, mais surtout on est derrière un spot très intéressant sur lequel j'ai passé beaucoup de temps étant jeune. J'ai nommé le canon. Waouh! Un canon qui date de je sais plus quelle guerre, mais je crois celle de 14 et dont la roue a été refaite en 97. Bon, pas grand chose à dire d'autre sur ce canon en lui-même, hein, si ce n'est que c'était un spot assez agréable. On est bien baigné par la lumière du soleil, on y a passé de bons moments avec les amis à papoter. Là, il y a une rampe très dangereuse pour faire de la luge, on peut se faire de multiples entorses. Voilà, mais c'est surtout un bon spot pour se poser. Et par exemple, pour parler d'un film. Pourquoi pas? Cette transition est superbe. Et le film dont je vais vous parler dans cet endroit, qui est donc sorti le 10 février, ben voilà, hein, vous vous en doutez, hein, je vous ai cassé les couilles en début d'année avec. Hein. La tour de contrôle infernale. Ça me rend super triste que ce film n'ait pas marché, véritablement. Et surtout, je comprends pas parce que c'est la prolongation directe de la carrière d'Eric Ramsey. Et je comprends vraiment pas pourquoi le film a bidé. Et je comprends pas les gens qui sont allés écrire sur Sens Critique et sur Allociné, parce que sur Sens Critique, il a même pas la moyenne quand même, putain. Et ils sont allés écrire, c'est pas drôle. C'est pas drôle. On a vu le même film. Ceci est la cloche qui indique qu'il est 16h. Je pense que ce qui a créé la déception, c'est que les gens attendaient vraiment la suite de la tour Montparnasse infernale. Et le film, bien qu'en empruntant beaucoup de son humour, est aussi empreint de la carrière la plus récente d'Eric Ramsey, la carrière qu'ils ont fait avec Dupieux, la carrière de Seul Tout. Et j'en viens à cette question que je me pose. Eric et Ramsey sont-ils encore mainstream? Et se poser cette question nous ramène à une autre question, beaucoup plus intéressante. Est-ce que Eric et Ramsey ont déjà été mainstream? Parce que moi, quand je vois la tour de contrôle infernale, je vois des relents de leur spectacle au Palais des Glaces. Bien sûr, je vois la suite de la tour Montparnasse infernale, mais je vois des relents de Eric et Ramsey qu'ils ont mis en scène avec Michel Hazanavicius, de leur spectacle au Palais des Glaces qu'ils ont mis en scène avec Pierre-François Martin Laval. Je vois un prolongement de l'Émo.
Les mots à l'époque ça marchait alors que c'est un humour qui est quand même assez proche de ce qu'ils ont fait dans la Tour de Contrôle Infernal. Si on dresse un petit récapitulatif de la carrière d'Eric Ramsey, il y a eu Les Mots, le spectacle au Palais des Glaces, H qui est quand même très mainstream. Ensuite ils ont fait la Tour Montparnasse Infernale qui a très bien marché. Ensuite ils ont fait Double Zéro qui est une merde mais qui a bien marché. Les Dalton qui est une merde et qui il me semble n'a pas très bien marché. Et ensuite ils ont fait Steak. Et Steak, c'est le point de divergence de leur parcours. S'ils n'avaient pas fait Steak, peut-être qu'ils auraient continué à enchaîner des films un peu bébêtes où ils sont en roue libre. Et Steak, de leur aveu en interview, c'est le premier film où le réalisateur leur a dit « Non, c'est pas ça. Non, tu fais pas comme ça. » Parce que dans Double Zéro, les Dalton, etc., ils avaient le champ libre. Et ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient. Et les réalisateurs en soi n'avaient pas leur marque, n'avaient pas leur trace. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs des Dalton un échec aussi bien artistique que critique. Non, vraiment... Steak, ça a été le point de rupture. Et c'est après Steak qu'ils ont eu envie de faire leur propre film. Leur film, c'est Seul Tout. Et Seul Tout, c'est pas que de l'humour. C'est du burlesque, c'est de la mélancolie, etc. Il y a un peu de tout. Et on retrouve aussi un petit peu de ça dans Hibou, le film de Ramsey qui est sorti dans l'année, dont je vous ai pas parlé tout à l'heure, je suis navré. Voyez-le, c'est un bon premier essai. C'est assez agréable, sympathique, frais, rafraîchissant. C'est pas le film de l'année, mais c'est quand même très sympathique et je vous invite à le voir. Bref, après Seul Tout, chacun est parti de son côté. Eric a fait Platane, qui est à mon sens une des meilleures séries françaises. Ramsey de son côté a tourné dans des merdes, mais il a aussi fait un spectacle avec François Rollin que je trouve très sympathique. Ensuite, ils se sont reformés pour Halal Police d'État qu'ils n'ont pas écrit et qu'ils n'ont pas réalisé. Si je crois qu'ils l'ont écrit, mais qui est vraiment naze. Et les revoilà, après une saison de Platane, les revoilà dans La Tour de Contrôle Infernal. Et c'est clairement pas un humour aussi accessible que leurs premières œuvres. Clairement. Bon, je dis pas que c'est un humour très différent de ce que fait Eric Ramsey d'habitude. Je dis pas non plus que c'est un humour underground, un humour difficile à cerner, etc. Non, c'est un humour plutôt appréciable pour tout le monde, mais qui n'est pas pour autant grand public. C'est-à-dire que c'est un humour auquel le spectateur lambda qui allait voir la suite de La Tour Montparnasse Infernale ne s'attendait pas. Notamment dans tout ce qui est humour absurde, burlesque, humour de réal. Il y a de l'humour très burlesque, très absurde et quitte à verser un peu parfois dans le gore. Il y a une scène, un gag qui me fait beaucoup rire, c'est quand Ramsey a les poignets lacérés, qui fout du sang partout et que les méchants glissent dedans. Là, on est sur du Tex Avery, on est sur du Itchy et Scratchy, pour reprendre une œuvre dans une œuvre. Itchy et Scratchy, c'est exactement ça. Happy Tree Friends, c'est exactement ça. C'est un humour pas forcément aussi grand public que La Tour Montparnasse Infernale, tout simplement. Moi, je pense que ce qui a fait que les gens ont été déçus et que le film a été un bide, c'est qu'ils s'attendaient à autre chose. Un peu comme ils s'attendaient à autre chose pour Steak. Parce que Steak aussi a été un bide, alors que, clairement, c'est un bon film. Les gens disent pour le défendre, ouais, mais en fait, il a été vendu comme une comédie, alors que c'est pas une comédie. Si, c'est une comédie. C'est clairement une comédie, il y a des passages excessivement drôles. Mais c'est pas une comédie tout public, il fallait pas la vendre comme la nouvelle comédie d'Eric Ramsey. Il fallait la vendre autrement, ce que les marketeurs de M6 n'ont pas fait. Et c'était leur erreur. Et je pense que c'est la même erreur pour La Tour de Contrôle Infernal. Ils l'ont mal vendu. Je pense que c'est un humour qui peut-être aurait dû être vendu différemment ou alors vendu sur un autre circuit. Peut-être le circuit plus cinéma d'auteur. C'est con parce que c'est quand même un film à gros budget avec des acteurs très mainstream, Marina Foïs, etc. Mais c'est peut-être un film qui avait sa place ailleurs. Donc si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'avez vu mais que vous ne l'avez pas aimé, moi je vous invite à essayer de le revoir avec un œil nouveau, sans rien en attendre. En vous disant, ok, je vais voir un film, c'est une comédie. Sans même prendre en compte le fait que c'est Eric Ramsey. Si vous aimez Platane, franchement, vous allez être servi. Je comprends pas pourquoi le film a bidé, étant donné la carrière actuelle d'Eric Ramsey. Je comprends pas. Bref, voyez-le si vous pouvez. Il va bientôt être dans les offres à 10 €, DVD à 10 €. Voyez-le si vous pouvez. Et faites-vous un nouvel avis dessus. Parce que vraiment, je pense que ce film a été traité très injustement. Bon, on termine notre petit tour devant la chapelle Sainte-Agathe. Sympathique petit édifice religieux. Je vais pas non plus m'étendre, sinon je sens que les commentaires vont s'enflammer. Alors on va juste s'arrêter sur le fait que c'est un joli petit endroit. Et le film dont on va parler pour terminer cette liste de 5 films de 2016, c'est Deadpool qui est sorti le 10 février. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo de l'année dernière où je disais que c'était le film que j'attendais le plus ? Dieu que j'ai été déçu.
Alors attention, c'est pas non plus le pire film de la décennie, clairement pas. C'est un film rigolo, c'est un film qui tient ses promesses de divertissement, on passe un bon moment, clairement. Mais c'était clairement pas à la hauteur de ce que j'attendais. Enfin, c'est pas spécialement de ça dont je voulais parler, hein. Évidemment, il y a des défauts qui sont pas inhérents à Deadpool, hein, qu'on retrouve souvent, hein, le manque de moyens, le côté cheap, tout se passe sur la même bretelle d'autoroute, c'est un peu dommage. Et puis, malgré ce que vendait la bande-annonce, un manque à mon goût de prise de risque. Mais enfin bon, ça, c'est une chose, mais c'est pas vraiment de ça dont j'ai envie de parler. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Deadpool est le film R le plus rentable de l'histoire du cinéma, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur des sources qui, me semble-t-il, sont convenables. En parallèle, c'est le film le plus rentable de la franchise X-Men, donc c'est pas rien. Et le succès de Deadpool, moi, me fait me poser une question, qui est: le succès de Deadpool va-t-il forcer l'industrie hollywoodienne à repenser le cinéma classé R ? Pour rappel, aux États-Unis, il existe différentes classifications. Le PG-13, donc déconseillé aux moins de 13 ans non accompagné, et le R, déconseillé aux mineurs, enfin moins de 17 ans non accompagnés. Et c'est les deux grosses classifications avec le G pour les Disney, etc. Mais bref, je vous invite à regarder mon Fox DVD sur les doubles succès. J'en avais déjà parlé. Bref, le cinéma classé R, c'est quelque chose qui est toujours éviter. On essaye de rester sur du PG-13, même quand c'est des films au contenu violent, hein. Les James Bond essayent d'être PG-13, les films de super-héros essayent d'être PG-13, etc. Et tout ce qui pourrait, malgré tout, avoir un contenu éminemment violent, essaye d'être PG-13. Il n'y a que certains films vraiment profondément je m'en foutiste, ou alors tout simplement des films qui obligent à penser ça, les films d'horreur, les films de guerre, ce genre de choses, enfin bref, c'est pas le sujet. Là pour le coup, Deadpool, c'est un divertissement grand public, on va dire, et qui a marché alors que c'est ce qui fait généralement pencher la balance vers le PG-13, c'est que un classé R va moins bien marcher. Et du coup, la question, c'est maintenant que Deadpool a ouvert le champ des possibles, est-ce que ça va décoincer l'industrie hollywoodienne? Parce que le système de classification américain, il est incroyablement coincé du cul, et c'est pas rien de le dire. Pour vous donner un exemple, hein, s'il y a un fuck dans un film, et pas au sens littéral, mais fuck you par exemple, c'est classé PG-13 obligatoirement, et si on a deux, c'est classé R direct. Le langage grossier n'a pas sa place au cinéma. Est-ce que Deadpool, qui se lâche au niveau des insultes, pas tant au niveau de l'esprit, mais au niveau des insultes, au niveau du langage, au niveau de ce qui est montrable, est-ce que ça va un petit peu décoincer cette industrie? Est-ce que ça va montrer que le film classé R peut marcher? Moi, j'ai envie de croire que oui, notamment par le fait que Logan, le prochain film centré sur Wolverine, est a priori classé R, qu'il y a eu quelques films classés R. Bon, après, les blockbusters classés R, ça a toujours existé, hein. Kingsman était classé R et il est sorti l'année dernière. Mais peut-être que ça va ouvrir une brèche. En tout cas, c'est ce que j'espère. On va voir un petit peu ce que l'avenir nous en dit. Voilà. Je remarque qu'il commence quand même à faire nuit, hein, gentiment. Donc on va peut-être rentrer. Hein. On va rentrer, je crois. Bon, et bah c'est dans ce sympathique grenier dont vous reconnaîtrez peut-être le papier peint, parce qu'il y a quand même pas mal de sagas MP3 qui sont nées dans ce grenier. Donc c'est dans cette petite pièce qu'on va terminer cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Donc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires sur les différentes questions que j'ai posées. C'est aussi intéressant d'avoir votre avis sur la question, parce que bah moi je vous dis ça de ma petite lucarne de spectateurs isolés qui discutent avec ses potes. Peut-être que je suis à des années-lumière de la réalité, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Du coup, j'en profite pour vous dire quelques trucs. D'abord, je vous remercie infiniment d'avoir fait péter la barre des 18 000 abonnés malgré l'algorithme YouTube taquin et vicelard qui fait que on a des pertes d'abonnés, etc. Moi, j'ai eu des passages où j'étais un peu tristoun. On a malgré tout ça fait péter les 18 000 abonnés, ça c'est cool. Mais surtout, merci d'avoir partagé et regardé surtout la vidéo sur One Punch Man. Je vais pas vous mentir, c'est une des vidéos dont je suis le plus satisfait, c'est une de mes meilleures vidéos.
en termes de rythme, en termes d'infos, etc., en termes même d'écriture. Pour une fois, j'ai pas hésité sur la conclue. Enfin bref, je suis vraiment très content de cette vidéo. Je suis très content qu'elle vous ait plu, que vous ayez pouce bleuisé en masse, etc. C'est super cool. Donc vraiment, merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le rythme de diffusion va être un petit peu ralenti cette année parce que j'ai envie de gagner de l'argent et c'est pas avec YouTube qu'on peut le faire. Donc je vais travailler, et travailler, ça veut dire mettre un peu YouTube de côté. Cela dit, je n'arrête rien, évidemment. On va continuer de sortir des Parlons VF. On a du matos. Vous imaginez même pas ce qui va sortir en ce début d'année, mais franchement, on a du matos. On continue les FAQ du doublage. On a une qui arrive dans quelques semaines, et puis ensuite il y en aura d'autres. On s'apprête à les tourner et tout, donc c'est méga cool. On continue les Fox DVD. La saison 2 devrait se terminer cette année, mais il y a encore énormément de trucs à dire et à montrer, c'est vachement cool. Et puis, il n'est pas impossible que je vous prépare d'autres petits trucs, notamment un nouveau C'était bien. Donc ça va être cette année si tout va bien. Et puis cette année, ça va aussi être, je l'ai dit tout à l'heure, les 10 ans de MrFox.fr. Ça fait 10 ans que je crée des trucs sur internet. D'abord des sagas MP3 et puis ensuite des vidéos, des trucs, des machins. Je fais plein de choses. Et du coup, je réfléchis à de quelle manière on pourrait fêter ça un petit peu. Moi, j'ai quelques idées, mais si vous en avez, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à proposer, etc. Ce serait super cool. Pour finir, je vous invite à checker ma page Facebook. Alors je sais, Facebook c'est un petit peu rébarbatif, mais c'est là-dessus que je poste énormément d'actualités. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a un calendrier des sorties, un planning des sorties qui est mis à jour régulièrement. Je vous mets au courant quand il y a des nouveaux trucs qui arrivent, je poste des photos, des trucs comme ça. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne année 2017 et puis je vous dis rendez-vous très prochainement pour la suite des vidéos. Alors j'ai envie de vous dire, à plus dans le bus. Ciao!